Chacun de nous trois commence par dire brièvement comment il en est arrivé à se préoccuper des questions liées à la gestation pour autrui, et puis il passe par quelques-unes de ses réflexions. Après toutes celles qu'on a déjà entendues aujourd'hui, ce sera parfois difficile d'être très original, mais nous fasse part quand même de ces quelques réflexions sur le sujet. Je proposerais de commencer par Madame Ruiz. Donc on commence par le politique, puisque finalement c'est lui qui a le dernier mot. Madame Ruiz, comment en êtes-vous venue à vous préoccuper de gestation pour autrui, et quelles sont les réflexions à avoir? Voilà, bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Alors, comment j'en suis venue à m'intéresser à cette question? Eh bien, ça s'est fait par le biais de la commission des affaires juridiques dans laquelle je siège et qui a eu l'occasion de se pencher sur cette question de la gestation pour autrui récemment, en réalité, puisqu'il s'agissait pour la commission des affaires juridiques de traiter un rapport du Conseil fédéral qui date de 2013 et qui lui-même provient d'une intervention d'une de mes anciennes collègues, Jacqueline Fer, qui est un peu la seule en fait à Berne qui est intervenue sur cette question depuis un certain nombre d'années. Et donc, Madame Fer était intervenue en 2011, si je ne me trompe pas, par le biais d'un postulat pour demander au Conseil fédéral de se pencher sur cette question de la GPA à travers toute une série de questions. C'était une demande extrêmement large. Celles et ceux que ça intéresse, je peux vous donner quelques éléments des questions, en tout cas quelques points, des aspects qui étaient soulevés par Madame Fer. Et donc le Conseil national, le Conseil fédéral d'abord et ensuite le Conseil national accepté ce postulat et donc le Conseil fédéral a fait rédiger un rapport à ce sujet qui ensuite a été transmis à la commission des affaires juridiques, donc qui s'est penchée là-dessus. Et c'est vrai que dans le cadre du traitement de ce rapport, disons tout le monde, mes collègues, et ensuite d'ailleurs aussi au plénum, tout le monde a relevé la qualité de ce rapport qui met bien en évidence, disons, la complexité du sujet, avec les différents aspects qui ont été déjà évoqués ici, en rappelant évidemment bien sûr ce qui vient d'être dit par la professeure, excusez-moi, Mme Cotier, c'est ça? Non, pas de... Pardon, merci, j'espère que Mme Cotier expliquait donc l'interdiction formelle de la GPA en Suisse et les problèmes du casse-tête que cela pose pour les autorités cantonales, notamment lorsque des couples reviennent en Suisse avec un bébé qui est né à l'étranger par le biais de la GPA et de savoir comment en fait traiter au mieux du point de vue juridique ces situations. Donc ça c'est un peu l'opinion générale qui est ressortie de cette commission et puis il y a une proposition qui a été faite par la majorité de manière assez disons serrée au niveau des votes qui a été faite au Parlement qui était de lancer en fait une campagne de sensibilisation, campagne ciblée évidemment, qui sera adressée, disons, aux autorités d'état civil dans les cantons, qui sera adressée aux centres de procréation assistée, puis aux associations actives ou indirectement actives dans ce domaine, pour sensibiliser les potentiels parents d'intention aux enjeux de cette GPA, et notamment les enjeux pour les enfants, donc le droit à connaître les origines, et puis aussi le droit basique à avoir un statut juridique qui soit tenable et disons, qui soit satisfaisant pour ces enfants. Ce postulat, donc cette proposition de campagne a été refusée par le Conseil fédéral, quand bien même, dans le rapport que je vous évoquais avant, dans le rapport de 2013, parmi les quelques recommandations qui étaient faites à l'issue de ce rapport, il y avait cette question de la campagne de sensibilisation qui était avancée par le Conseil fédéral. Et en fait, lorsque cette demande de campagne est venue au Parlement, là, le Conseil fédéral a répondu qu'il reconnaissait qu'il avait lui-même fait cette proposition par le biais du rapport, mais qu'entre deux, certaines choses avaient changé, notamment le fait que cette question elle était désormais extrêmement thématisée, notamment à travers les arrêts du tribunal fédéral qui étaient en cours, et donc, disons, la population avait, disons, bien assez, disons, de sources d'informations sur cette question, quand même elle se passe à travers, disons, voilà, des affaires précises et, disons, portées devant la justice. Et puis aussi, le Conseil fédéral a fait référence à une étude qui est parue dans l'intervalle et qui mettait en évidence le fait que les parents d'intention étaient des gens déterminés,
qui ferait, en fait, voilà, qui ne ferait pas grand cas de, disons, des éléments, des informations qui pourraient être données dans le cadre d'une campagne de sensibilisation, et que ces gens étaient de toute façon déterminés à mettre à bien leur projet, disons, de parentalité, et puis que ça ne servait à rien de mener cette campagne, et donc voilà, ce projet n'a pas trouvé une majorité au Conseil national. Voilà, ça c'est un peu pour les éléments qui m'ont porté en tout cas commande de cette commission à m'intéresser à cette question. Pour nous, la gestation pour autrui, c'est quelque chose qui s'adresserait dans notre patientèle à des patients qui ont un facteur d'infertilité utérin. Donc, quelles sont ces patientes? Ces patientes sont les patients qui déjà n'ont pas d'utérus de naissance, suite à des malformations congénitales, donc une absence d'utérus, le syndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser. Ça, c'est une infime proportion des patientes. Et la GPA s'adresse également à des patients qui acquièrent une pathologie utérine plus tard dans la vie qui ne permet plus de porter une grossesse. Donc ces patientes seraient celles qui ont une ablation de l'utérus suite à un cancer de l'utérus ou qui ont une irradiation de l'utérus et de la sphère pelvienne, notamment dans certains cancers comme certains cancers du côlon. Il y a aussi des patients qui ont des pathologies utérines acquises comme des léiomyomes utérins tellement importants et tellement sévères avec des résections multiples de ces myomes que la grossesse n'est plus envisageable. Il y a aussi des patients avec une adénomiose sévère. Il y a aussi des patients qui, suite à une césarienne et une hémorragie liée à une césarienne, doivent avoir une ablation de l'utérus pour leur sauver la vie et qui, par la suite, n'ont plus de possibilité de grossesse. Donc, je pense que c'est vraiment un spectre de patients très variés, très différents. Et donc, nous, on parle, voilà, on n'a pas de solution à l'heure actuelle en procréation médicalement assistée pour les patients qui ont une affection utérine sévère et qui donc ne peuvent pas porter de grossesse. Ça, c'est... à l'heure actuelle, il y a des travaux qui sont effectués sur la greffe d'utérus. Il y a maintenant des travaux de recherche qui ont été effectués dans les pays nordiques avec une dizaine de patients qui ont été greffés avec des bons taux de succès. Je pense que c'est un domaine en voie de recherche et l'avenir nous dira si ça peut représenter une solution pour certaines patientes et donc une alternative à la GPA avec toutes les questions éthiques que cela pose aussi parce qu'il y a une donneuse impliquée, une receveuse impliquée. Donc, voilà. C'est le domaine qui concerne la GPA. Après, en pratique clinique quotidienne, c'est un sujet que nous, on n'aborde pas, parce que la loi ne nous le permet pas. Et somme toute, on a très peu de demandes, parce que les patientes sont informées du cadre légal. Et là, en 3 ans à Genève, je crois qu'il y a 2 patientes qui ont consulté pour avoir des renseignements concernant une GPA. Dont une patiente qui était en cours de GPA aux États-Unis et qui avait un dilemme éthique par rapport à la patiente qui allait porter la grossesse. Donc, elle questionnait plus pour un avis obstétrical par rapport à la mère porteuse que par rapport à une prise de décision. Donc c'est vrai que, en théorie, je suis confrontée au problème parce que on n'a pas de solution pour les pathologies utérines définitives. En pratique, on aborde très peu la question. Merci. Donc, quand elle est abordée, vous n'adressez pas les personnes concernées à des centres à l'étranger, comme cela se faisait par exemple pour le diagnostic préimplantatoire ou pour un don d'ovocytes? Non, parce qu'on a un cadre légal qui est très clair. Donc la première chose que je précise, c'est que c'est interdit en Suisse. Et on ne se met absolument pas en communication avec des centres à l'étranger. Donc si une démarche est faite, c'est une démarche personnelle de la patiente. Et nous, on n'est pas impliqués dans cette prise en charge parce qu'on ne peut pas l'être. Voilà.
parce qu'il y ait des sanctions juridiques contre quelqu'un qui donne des adresses à l'étranger. Enfin, j'avais eu un grand débat à ce sujet-là il y a quelques années avec Suzette Sando, qui n'était pas du même avis que moi. J'aimerais donner la parole maintenant à Carlo Foppa, qui est philosophe, comme ça a été dit tout à l'heure, et spécialiste d'éthique, pour qu'il nous fasse part aussi de ses premières réflexions. Et voilà, si je reprends la question initiale, comment j'ai abouti à cette question? Ça a déjà été évoqué, j'ai fait partie de la Commission nationale d'éthique pendant 12 ans, en travaillant avec Olivier Guillaume dans le groupe de travail sur la révision de la LPMA. Mais ce qui est peut-être pour moi, ce qui a été le plus enrichissant et qui m'a amené à ces questionnements-là, c'était qu'en 1996, j'ai mis sur pied le premier poste de consultant éthique clinique au CHUV, ayant bénéficié d'études faites au Québec, où c'est un peu plus développé que chez nous, n'est-ce pas? En 1996, j'étais tout de suite un petit peu happé par l'équipe de Marc Germont, donc c'est l'équipe qui fait de la médecine de la reproduction au CHUV, qui avait passablement de dilemmes d'ordre éthique. Sauf que la LPMA, la loi sur la procréation médicalement assistée, est en vigueur en 2001. Donc on était dans une sorte de flou artistique épouvantable. Qu'est-ce qu'on fait avec ce groupe? Qu'est-ce qu'on va faire avec cet autre, etc. Et Olivier Bio vient de faire allusion, s'était posé la question à un moment donné pour le don de fossiles. Et la question que se posait l'équipe était de dire est-ce qu'on est condamnable si on dit à quelqu'un écoutez, allez à tel endroit, en Belgique, en France, où vous voulez, oui ou non? Alors on avait fait intervenir deux experts, pas des moindres, donc Olivier Guillaume et la professeure Suzette Sando, qui nous ont donné deux avis complètement différents. Donc voilà, ça c'était le guide juridique avant l'entrée en vigueur de la LPMA. Une chose qui m'a toujours un petit peu turlupiner, mais je vais peut-être y revenir après, dans la médecine de la reproduction, c'est ce que j'appelle l'obsession du gène. C'est-à-dire que je veux un gamin avec mes gènes. Quelque part, c'est vrai que si vous regardez les grands-pères, etc., quand il y a des nouveau-nés, ils disent tout de suite ah, t'as vu comme il ressemble à sa maman, à son papa. Personnellement, je ne vois pas ça. Hein. Vous mettez 10 gamins, 10 nouveau-nés affilés. Donc il y a cette histoire d'obsession du gène, et puis j'ai côtoyé également des couples qui ont passé par les deux étapes, c'est-à-dire toute la trafile de la fécondation in vitro, et ça a échoué, et qui se sont donc penchés vers l'adoption. Et ce n'est pas une partie de plaisir, ni l'une ni l'autre. Comment on aboutit donc à ces questions de mère porteuse? Une chose, c'est que je pense qu'un des deux domaines auxquels on n'échappera pas, ce sera le clonage reproductif, qui est présenté des fois comme dernier recours de la médecine reproductive en cas d'échec, et la gestation pour eux. Donc voilà, en gros, le cheminement est là. Peut-être j'aurai l'occasion de revenir sur quelques considérations éthiques plus tard. Merci. Quelques mots aussi à mon sujet, c'est en lien avec les travaux autour de la procréation médicalement assistée de manière plus générale que j'en suis venu à me poser des questions sur la GPA. Je trouve que c'est une des questions difficiles, et encore aujourd'hui, je n'ai pas de conviction absolument ferme. Je crois que j'ai passablement évolué déjà dans mes idées. Je pense qu'il y a 25 ans, la GPA semblait quelque chose d'inacceptable, peut-être pas horrible, non, mais enfin d'inacceptable socialement, instrumentalisation du corps de la femme, instrumentalisation aussi, marchandisation de l'enfant, c'était surtout les aspects négatifs, si je puis dire, qui l'emportaient. Et puis au cours du temps, d'abord, comme dans toute société, un phénomène d'accoutumance, et on voit très bien aussi avec toutes les méthodes de procréation médicalement assistée. J'ai le privilège de les avoir suivis depuis assez longtemps. À l'origine, il y avait une indignation par rapport à l'insémination artificielle, en tout cas en Suisse.
Aujourd'hui, plus personne ne s'émeut de l'insémination artificielle, ou presque plus personne. Donc à force d'entendre parler de tout cela, il y a un phénomène d'accoutumance. Les gens finalement trouvent que ça entre dans la normalité. Peut-être que c'est aussi ce qui en partie m'a fait évoluer. Mais ce qui m'a fait évoluer davantage, je crois, c'est que voilà, la réalité est têtue. On a beau interdire, comme en Suisse, la gestation pour autrui, on est face à des désirs qui sont tellement forts que les gens trouveront des manières de contourner ces interdictions. On voit bien tout ce qu'on a discuté aujourd'hui avec le recours à des mères porteuses à l'étranger. Et donc la solution d'interdiction qui ne m'a jamais plu, je suis en 68 ans encore, donc il est interdit d'interdire. L'interdiction ne m'a jamais paru un bon modèle, mais là vraiment je trouve qu'il a des limites maintenant, qu'il a presque un caractère hypocrite quand on élargit son regard au-delà des simples frontières nationales. Et la Suisse est vraiment un confetti sur la carte du monde. Donc par rapport aux modèles qui ont été exposés tout à l'heure par Michel Cottier, que je trouve très pertinent comme manière d'approcher la réglementation, finalement je partage assez son point de vue. Pour moi c'est le troisième modèle qui paraît le plus convaincant, celui d'une forme de contractualisation, parce que c'est le modèle qui, me semble-t-il, permet d'ancrer le plus grand nombre de protections, à la fois pour la mère porteuse, qu'on aurait peut-être pu appeler mère porteuse d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup discuté ce matin sur cette qualité de mère ou pas, ce serait mieux de parler de femme porteuse. Et puis ça permet aussi à travers la contractualisation, me semble-t-il, d'essayer d'assurer des conditions les plus favorables aussi pour l'enfant à naître, donc de tenir compte de cet intérêt de l'enfant à naître dont on a discuté aussi aujourd'hui. Par rapport à ce dernier point, j'ai toujours été frappé quand même de l'étendue des discussions sur l'intérêt d'un enfant qui n'existe pas encore. Et je trouve qu'il ne faudrait pas trop utiliser cette notion d'intérêt de l'enfant, parce que dans ce contexte-là, elle se prête vraiment à toutes les dérives idéologiques. Chacun y met le contenu qu'il veut y mettre. On l'a bien vu en Suisse, souvent dans les débats. En Suisse, on dit l'intérêt de l'enfant, c'est d'avoir un papa et une maman. Ça, c'est l'intérêt de l'enfant tel qu'il est conçu par peut-être une majorité des politiciens, j'en sais rien. Mais pour moi, l'intérêt de l'enfant, il ne s'apprécie pas de manière abstraite et anticipée, il s'apprécie dans un contexte concret. C'est uniquement dans ce contexte-là qu'on peut parler de l'intérêt de l'enfant, et il faut que l'enfant soit déjà là, me semble-t-il, pour faire cette évaluation. Donc voilà, évolution, je suis parti d'une époque où la GPA paraissait vraiment quelque chose d'inacceptable. Maintenant, en pratique, je ne veux pas dire que j'aimerais l'encourager, que je trouve que c'est l'avenir de l'humanité, mais enfin, c'est une pratique qui me paraît acceptable et qui devrait être encadrée pour la rendre plus acceptable qu'elle n'est aujourd'hui. À part cela, dernier point, je ne vais pas trop allonger, mais par rapport aussi à l'évolution, il y a en même temps des préoccupations peut-être à avoir. C'est vrai que tant que la pratique se fonde sur un très fort désir d'enfant d'un couple, quelle que soit la composition de ce couple-là, cela paraît légitime. Quand on voit l'évolution des techniques de procréation médicalement assistée, on a l'impression qu'on s'éloigne parfois de ces situations où un couple ne peut pas avoir d'enfant, pour les raisons par exemple que vous avez indiquées, et on va vers une médecine qui répond simplement à un pur désir ou à des commodités que certaines personnes affichent. Et donc avec la tendance par exemple aujourd'hui à faire du social freezing, des jeunes femmes qui décident de congeler leurs ovocytes en vue d'une réutilisation ultérieure, parce que les ovocytes des femmes jeunes sont meilleurs que ceux d'une femme de 35 à 40 ans. C'est en principe pour donner plus tard une grossesse, mais on peut imaginer qu'après la grossesse elle la fasse porter par quelqu'un d'autre. Et donc on pourrait commencer aussi à imaginer des scénarios à l'avenir où il y aurait une série de femmes porteuses qui seraient plutôt les personnes défavorisées dans la société, et puis une catégorie d'autres femmes qui, prises par leur travail, d'autres activités, font davantage porter leur enfant par ces femmes porteuses. Alors je ne voudrais pas non plus le diable sur la muraille, mais je pense qu'il y a des évolutions ici, et il y a des forces, surtout là derrière, notamment les forces du marché, qui sont extrêmement puissantes. Ça a été dit ce matin.
il y a une commercialisation, c'est un marché maintenant quasiment mondial. En Californie, c'est une industrie et c'est perçu comme un secteur quasi industriel, ou en tout cas commercial. Et c'est des enjeux financiers qui sont très forts. Et là derrière, il y a une dynamique qui se met en marche, qu'il est assez difficile d'arrêter malheureusement. Voilà, quelques réflexions préliminaires. J'aimerais bien entendre Madame Ruiz pour nous dire qu'en Suisse, actuellement, il y a une interdiction. Est-ce que vous voyez une possibilité que cette interdiction soit levée, disons, au XXIe siècle? Honnêtement, je ne vois pas. Disons, je ne vois pas d'ouverture, même disons pour les 20-30 prochaines années, sur cette question. J'évoquais avant différents objets qui ont été traités, notamment des questions de ma collègue Jacqueline Fer, parler de questions simples au Conseil fédéral, interpellation, deuxième interpellation, à chaque fois la réponse est très claire, en tout cas de la part du Conseil fédéral, c'est interdit, les différents éléments évoqués avant par Madame Cottier sont rappelés, donc la question de l'instrumentalisation du corps de la femme, la marchandisation des potentiels enfants ou des enfants à venir. Et donc c'est vrai que cette question, en tout cas du point de vue du Conseil fédéral, elle est en tout cas pour leur pas amenée à évoluer. Et puis du côté du Parlement, on a parfois des opinions divergentes, vous le rappelez, entre le Conseil national, donc le Parlement, et le Conseil fédéral. On l'a vu notamment dans le cadre de la loi d'application sur le diagnostic préimplantatoire. C'est vrai que là, le Parlement est allé plus loin que ce que proposait le Conseil fédéral, c'est vrai, mais en tout cas sur cette question de la GPA, je ne vois pas d'ouverture au vu même pas au vu des rapports de force politiques, parce que je ne dirais même pas que c'est une question gauche-droite, parce que j'imagine que comme le DPI, diagnostic préimplantatoire, là aussi on a vraiment des divergences de point de vue qui traversent les partis politiques, puisqu'on a une question éminemment éthique, et je ne crois pas qu'il y a j'ai envie de dire, des positionnements politiques qui l'emportent sur ces questions. Je pense que c'est vraiment des choses très transversales. Donc non, je vois pas d'ouverture, en tout cas au vu de mon expérience. En revanche, je peux peut-être parler, vous l'avez évoqué Madame Deleuze, de la révision du droit de l'adoption. Vous avez fait indirectement référence à cette question, puisque là aussi il y a un lien avec la GPA, en tout cas avec certains cas qui sont actuellement devant la justice, avec les deux arrêts du tribunal fédéral, qui donc s'est référé à cette révision qui sera abordée. Elle a déjà été traitée par le Conseil des États, donc pour les personnes transgenres par le Sénat. Elle sera acceptée par le Sénat, et maintenant la loi sera lundi devant le Parlement, donc on va aborder l'objet. Cette révision a aussi été traitée par la Commission des affaires juridiques, donc je peux vous parler un peu des travaux sur cette question. En tout cas, la question, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le projet, la grande nouveauté du projet qui vise, dans les grandes lignes, à flexibiliser ce droit d'adoption, c'est-à-dire à diminuer l'âge minimum pour pouvoir adopter. Actuellement, on est à 35, on va passer à 28. Jusqu'à maintenant, pour adopter, il faut que le couple soit marié depuis 5 ans. L'idée, c'est que le couple soit en ménage ou marié depuis 3 ans. Et donc là, vous voyez déjà l'ouverture et la nouveauté de ce projet qui donc ouvre la possibilité d'adopter l'enfant du partenaire dans le cadre de couples qui seraient en partenariat enregistré. L'équivalent du PACS, plus ou moins du PACS français, et donne aussi la possibilité d'adopter l'enfant du partenaire à des couples qui ne seraient pas mariés et qui vivent de fait une vie de couple. Donc ça, c'est, je dirais, vraiment les deux grandes nouveautés de ce projet. Ces deux points n'ont pas été contestés au Sénat, donc au Conseil des États, alors que c'est une chambre assez conservatrice, disons, de manière générale. Et puis là, en tout cas au sein de la Commission des affaires juridiques, ces deux questions, la question d'adoption de l'enfant du partenaire, donc du couple homosexuel, n'est pas, en tout cas, elle est contestée, si je ne me trompe pas, uniquement par l'UDC. Parce que même parmi mes collègues du PLR, il n'y en a aucun membre du PDC, y compris, il n'y a pas eu en tout cas au sein de la commission d'opposition. Donc l'opposition vient seulement et uniquement de la part des représentants du l'UDC. Et puis la question qui a été un petit peu plus étonnamment discutée, c'est cette ouverture
de l'adoption d'enfants du partenaire de vie, on va l'appeler comme ça, donc pas du partenaire au sens partenariat enregistré, mais des gens qui vivent ensemble sans être mariés, et ça c'est une question qui à mon avis va être un petit peu discutée. Je ne pense pas que ce point va être griffé de la loi, parce que là aussi le rapport de force il est quand même assez clair, mais ça va être passablement discuté. Voilà. Peut-être pour les lignes du projet, si après vous avez des questions aussi de détails par rapport à cette révision, je peux vous répondre, même si le débat ça sera réellement lundi. Merci. J'aimerais bien que Carlo Foppa nous dise, du point de vue éthique, quels sont les enjeux principaux qu'il voit dans la pratique de la gestation pour autrui, et notamment qu'il nous rappelle peut-être brièvement, tout le monde ne connaît peut-être pas cette prise d'opposition de la Commission nationale d'éthique, qu'il nous rappelle quelques-uns des éléments principaux qui faisaient partie des conclusions de la Commission nationale d'éthique en ce qui concerne la gestation pour autrui. Bon, je dirais en 2 mots, pour résumer, j'ai ici le rapport de la Commission nationale d'éthique. On avait abouti à une proposition, à mon avis, un peu angélique, qui visait à dire, au fond, pourquoi pas, mais il faudrait un encadrement légal, etc., etc. Donc, ça a été évoqué cet après-midi. J'étais très intéressé par les solutions belges, donc bricolage, comme vous dites, pragmatique, mais également, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, tant qu'il n'y aura pas une harmonisation internationale, à mon avis, chacun fera sa cuisine et puis il y aura toujours des échappatoires. Du point de vue éthique, à mon sens, moi je mettrais en avant le principe d'équité. Non pas d'égalité, mais d'équité, c'est-à-dire comme égale opportunité des chances. Et ça, je l'applique déjà au niveau de la procréation médicalement assistée. C'est un peu comme lorsque dans une école primaire, vous mettez les plus petits devant, les plus grands derrière. Derrière. Majorité devant. D'accord. Comme ça, chacun a les mêmes opportunités. La médecine de la reproduction offre cette possibilité-là à des personnes qui ont des problèmes biologiques, physiologiques, de ne pas être discriminés. Alors, si on va jusqu'au bout, par rapport à certaines pathologies que vous avez évoquées tout à l'heure, il est vrai que la seule solution paraît être celle de la gestation pour autrui, et je pense que le modèle qui me paraît le moins pire, c'est celui qui a été évoqué de la donneuse altruiste, sur la base d'un modèle contractuel, mais pour des pathologies bien intimes. Tu dis qu'il n'y a pas d'autre option. Est-ce que l'adoption ne représente pas toujours une autre option? Ah, évidemment, ça revient un petit peu à la question que j'évoquais tout à l'heure, l'obsession du gène, je l'appelle. Dans les situations qu'on a évoquées, moi je voulais faire quelques distinctions qu'on a fait aussi dans le rapport de la Commission nationale. Il y a d'abord la possibilité, donc, pour la gestation pour autrui, donc de l'ovule fécondé de la mère porteuse avec sperme du partenaire, avec un gamète des deux parents d'intention. Bon, ça, ok. Et l'autre possibilité, c'est l'ovule fécondé de la mère porteuse avec le sperme de donneur anonyme. Là, je vois franchement pas où est l'intérêt de l'obsession du gène, parce que tant qu'à faire, une adoption peut-être pourrait soulager des enfants bien malheureux. Ensuite, fécondation in vitro avec les gamètes des parents, ok, je comprends l'obsession du gène, voilà, ok, vous voulez absolument que votre enfant ait vos gènes, d'accord, ça tient la route. La fécondation in vitro que j'ai noté avec ovule de la mère et sperme de donneur, là aussi il y a une lignée génétique qui se s'entraîne. Et puis le dernier cas de figure, c'est un couple stérile qui fait une fécondation in vitro avec don d'ovocytes et de sperme. Et là, je ne vois absolument pas la pertinence de faire appel à une mère porteuse. Et effectivement, dans ce cas-là, il me semble que l'adoption serait
solution la plus adéquate. Bien sûr, j'allais vous donner la parole. Peut-être juste encore une chose que Mme Streuil nous dise comment elle perçoit l'intervention de la médecine et du médecin dans ce domaine-là. Finalement, c'est quand même une médecine qui est une médecine un petit peu particulière, puisqu'elle répond à un désir. Beaucoup, bien sûr, qu'il y a des pathologies sous-jacentes, vous l'avez rappelé aussi. Mais on a vu quand même aussi un élargissement des pratiques dans beaucoup de pays. Comment vous situez-vous par rapport à cela? Et puis, est-ce que vous souhaiteriez avoir une situation en Suisse ou en Belgique, où finalement c'est les cliniques qui font la loi? Moi, je vois la gestation pour autrui comme un traitement d'une infertilité pour lequel, à l'heure actuelle, on n'a aucune réponse pour les patientes. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment la réponse à une maladie utérine qui est somme toute relativement rare et qui concerne peu de monde. Et l'option de la transplantation d'utérus ou de l'adoption, l'adoption c'est quelque chose de difficile à l'heure actuelle. Donc il y a énormément de couples qui souhaiteraient adopter et qui sont confrontés à des difficultés gigantesques. Et certains consultent après plusieurs années d'essais et devant des échecs. Donc on parle toujours de l'adoption comme une solution. Au fond, c'est un parcours qui est extrêmement difficile. Et donc je pense que si certains couples pouvaient adopter, ils le feraient très très volontiers. Donc voilà, c'est pas si simple d'adopter en Suisse à l'heure actuelle. C'est vraiment un parcours du combattant. Après, moi je m'interroge comme médecin sur cette interdiction de la gestation pour autrui. Au fond, nous sommes un petit pays. Au niveau international, il y a toutes les possibilités et des centres à but lucratif et très commercial qui exercent cette médecine. Et en étant trop strict en Suisse, on pousse les couples à consulter à l'étranger et ils se trouvent très démunis. Certains s'expatrient pour avoir recours à la gestation pour autrui. Beaucoup n'ont pas n'ont pas accès à des soins dans leur langue, n'ont pas accès à un psychologue, pas accès à une prise en charge complète. Et moi j'ai vu de nombreuses patientes qui ont eu recours à des traitements à l'étranger et qui sont revenues complètement perturbées et paumées parce qu'on leur proposait tellement d'options. On leur proposait des donneuses sur catalogue avec un descriptif du C, voilà, en gros des études, de l'apparence physique, etc. Pareil pour les mères porteuses, on leur proposait 3 mères porteuses différentes, une qui avait déjà porté 4 enfants, qui avait eu 4 césariennes, l'autre qui était plus jeune. Et au fond, devant trop de choix, elles étaient complètement perdues avec un dilemme éthique majeur. Et je pense qu'il faut garder ça en tête, c'est qu'on ne leur propose pas de solution et puis pas de prise en charge en Suisse, et on les pousse vers une pléthore de choix très discutables. Très rapidement, la question du tourisme. Je relève simplement que dans la situation actuelle, le tourisme médical va dans les deux sens. Il y a le tourisme médical de la vie, et nous en Suisse, on a le tourisme médical de la mort à cause de l'article 114 du Code pénal. Alors, je vais vous donner l'occasion aussi de réagir par vos réflexions ou de vos questions. Moi, la première remarque était juste par rapport à l'adoption. Je voulais aussi souligner le fait que c'est quand même effectivement pas forcément une voie, vu qu'elle est souvent pas faisable. Puis, mon autre question, c'était plutôt justement à Carlo Foppa. Quand vous parliez de cette égalité des chances, vous disiez il faut qu'un couple qui n'arrive pas, qui n'a pas la capacité biologique de faire un enfant, de pouvoir le faire par ce moyen-là. Et du coup, alors oui, des couples homosexuels, est-ce que vous considérez du coup qu'ils entrent dans cette catégorie, qu'ils ont droit à cette égalité des chances ou non? À mon avis, absolument oui. Mais ça, c'est ma position personnelle. Non, bien sûr. Je ne peux pas défendre la position de la Commission nationale, mais à mon avis, oui. Oui, je voulais renforcer quelque chose sur l'adoption, parce que les chiffres de l'adoption internationale, les chiffres sont sortis en France. Donc, pour vous dire à quel point c'est difficile, il y avait, en 10 ans, ça a été divisé par plus de
enfin, plus de la moitié, puisque l'année dernière, il n'y a eu que 800 enfants qui ont pu être adoptés et il y a 15 000 personnes qui sont en attente d'agrément. Donc il n'y a vraiment aucun enfant adopté à l'international, c'est vraiment très compliqué. Après, il y a peut-être d'autres raisons qui interviennent aussi sur l'idée que ce qui vous paraît particulièrement bizarre de se dire on va recourir à un don d'ovocytes plus un don de sperme, il y a peut-être cette idée à creuser par les anthropologues du projet d'enfant, c'est-à-dire qu'ils suivent, c'est ce que dit très bien le tribunal fédéral allemand quand il compare l'adoption, la gestation pour autrui, il dit à quel point les deux personnes s'engagent dès le départ à faire cet enfant. L'idée de s'engager, d'être responsable dès le départ de cet enfant, de suivre en quelque sorte, d'en être responsable dès la conception. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai l'impression aussi que chez les gens que je peux avoir rencontrés dans des enquêtes, cette idée qu'un enfant répond à son désir, comme pour les autres en quelque sorte, est quand même quelque chose qui motive très fortement les gens à recourir à la gestation pour autrui par opposition à l'adoption. Et j'ai deux questions, une à Madame Strelly. C'était, bien entendu, aujourd'hui, ce qu'on entend, et partout, il y a eu énormément de pubs sur la greffe d'utérus. Et j'aimerais quand même que vous me disiez, vous, en tant que médecin, cette fois-ci, parce que je suis d'abord, toutes les questions éthiques que vous avez évoquées sont quand même énormes, sur où est-ce qu'on prend les utérus, d'après ce que j'ai compris aussi, prélever, faire une ablation d'utérus dans le cadre quand on doit enlever à une femme l'utérus parce qu'elle est malade, parce que, par exemple sur les transsexuels, etc., est une chose, mais prélever un utérus dans la visée de le regreffer, c'est 10 heures ou 12 heures d'opération, etc. Il y a toutes ces questions de bienfaisance médicale qui interviennent, mais ce qui aujourd'hui en France est en train de se passer, par exemple du côté de l'Académie de médecine, c'est que il y a plein de médecins qui n'étaient pas favorables à la gestation pour autrui, qui avaient tous les questionnements qu'on a aujourd'hui et qu'on s'est posés ici, et qui sont en train de basculer parce que la greffe d'utérus, ça leur paraît tellement médicalement, éthiquement, philosophiquement, juridiquement compliqué, qu'ils se demandent si quand même quelque part, avant de faire la promotion de la greffe d'utérus, il ne s'agirait pas quand même de réfléchir vraiment de manière apaisée à la gestation pour autrui. Et je ne sais plus qu'est-ce qui fait la remarque sur la question du marché aux États-Unis. On travaille, on fait un séminaire avec une collègue américaine qui est très spécialiste de ces questions de la gestation pour autrui, et elle nous disait que certes il y a un marché, mais qu'il y a très peu de cas. Martine, tu me le confirmeras. Je crois qu'il y a, là encore, il ne faudrait pas diaboliser les États-Unis. Bien sûr, c'est sous forme d'un marché de gré à gré avec un contrat, mais il n'y a pas eu une espèce de... Tout le monde s'est amené à faire des enfants par gestation pour autrui. Il n'y a que 4500 GPA par an aux États-Unis. Alors je ne sais pas quel est le nombre de naissances, je suis sûre du chiffre 4500 GPA par an à peine. Non. Et il y en a 700 ou 800 pour des personnes étrangères. Voilà. Et je ne sais plus, alors combien le nombre de personnes aux États-Unis, 300, combien d'habitants aux États-Unis, 350, voilà. Bon, bref, c'était une façon de nous dire, ça reste quand même assez, bon, je sais pas, peut-être pas dérisoire, c'est pas le mot que je veux dire, mais marginal, voilà, c'est exactement ça. Donc attention aussi dans la manière dont on a à prendre l'exemple des États-Unis, comment on le traite, il faut aussi faire attention aux quantités. Voilà. Donc, concernant la greffe d'utérus, les premières publications sont relativement récentes. Donc, il y a cette équipe suédoise qui a passé 10 ans à faire des recherches sur un modèle animal. Et là, dans le cadre d'un projet de recherche, ils ont greffé 10 utérus chez les femmes. La majorité de ces femmes avaient une agénésie utérine, donc le syndrome de Rokitansky, elles n'avaient pas d'utérus. Il y en avait une qui avait eu un cancer du col. Alors, quand on regarde les donneuses, en général, c'était des personnes de la famille. Voilà. Donc, c'était un don direct d'une personne connue, un don altruiste à une personne en souffrance. Et ce qu'on voit, c'est que c'est quand même, bon, c'est les premières greffes, c'est quelque chose de tout nouveau, mais que c'est vrai que les prélèvements, c'est à peu près 13 heures d'opération. Donc, avec tous les risques que cela comporte pour
pour la donneuse d'utérus. C'est une intervention qui est un peu plus courte pour la receveuse. Les temps opératoires s'amenuisent au fur et à mesure qu'ils acquièrent l'expérience, mais c'est quand même plusieurs heures d'opération avec une receveuse qui doit prendre un traitement immunosuppresseur et qui a une grossesse sur FIV après ce traitement immunosuppresseur avec tous les risques obstétricaux que cela comporte. Voilà. Donc c'est vrai que... Voilà. Et dans le cadre de ce projet de grossesse, ils autorisent la greffe d'utérus pour 2 grossesses. Il faut prendre ce traitement immunosuppresseur pendant toute la durée et ensuite faire une hystérectomie pour enlever l'utérus une nouvelle fois. Voilà, donc c'est un petit peu... c'est vrai que quand on regarde les risques opératoires d'enlever l'utérus chez la donneuse, les risques opératoires pour la receveuse et les risques obstétricaux, c'est pas des traitements qui... Après, il faut s'imaginer que c'est des femmes qui ont quand même une agénésie d'utérus. Souvent, elles ont des problèmes rénaux associés, avec un risque d'hypertension, un risque de prééclampsie. Donc oui, c'est quand même des traitements assez extrêmes, on va dire. Et est-ce qu'au fond, la gestation pour autrui ne serait pas une meilleure solution dans ces cas-là? En réaction à l'autre partie de votre intervention sur le marché, puis d'abord sur l'adoption, je n'étais parfaitement conscient que tout à l'heure, je demandais à Carlo Foppa si l'adoption était une alternative. En Suisse, l'évolution est la même. Hein. Il y a 25 ans, on avait plus de 1600 d'adoptions, aujourd'hui on est à 2400. Voilà, les chiffres sont les mêmes, je crois, dans tous les pays d'Europe. Par rapport au marché, c'est moi qui ai évoqué tout à l'heure le marché. L'idée n'était d'abord pas du tout de diaboliser le marché. Je crois que c'est une force dont il faut tenir compte, elle fait partie du monde d'aujourd'hui. Et c'est vrai que le marché des mères porteuses est relativement marginal, j'avais raison de le préciser. Je replaçais ça dans le contexte un tout petit peu plus général de la procréation médicalement assistée, où là, le marché alors est nettement plus considérable. Oui, peut-être à la question, j'en profite que j'ai 2 personnes de la Commission nationale d'éthique qui ont une perspective historique, j'espère, parce que c'est une question que je me pose avec mes recherches. Je traite pas mal de la Suisse par rapport au changement législatif concernant la famille et tout ce qui est autour, et je ne comprends pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi en Suisse on a cette loi si restrictive par rapport à la PMA, et pourquoi même on a vraiment une inscription même à la Constitution fédérale, chose qui n'est pas le cas dans les autres pays. C'est pas vrai qu'il n'y a pas une réponse unique, mais voilà. Alors, je peux commencer, puis tu compléteras. Quelques éléments de réponse. D'abord, pourquoi dans la Constitution? Parce que voilà, on est en Suisse, et puis que la façon dont le peuple suisse peut s'exprimer, c'est à travers le lancement d'initiatives constitutionnelles. C'est ce qui avait été fait à la fin des années 80 en Suisse, pour demander que ce soit la Confédération qui puisse réglementer le domaine de la procréation médicalement assistée, qui jusque-là était réglementée au niveau cantonal, ce qui était une absurdité totale. Et donc on a inscrit dans la Constitution fédérale en 1992 un article à l'époque 24 noties qui prévoyait que la compétence de légiférer dans ce domaine appartenait à la Confédération, et en même temps on avait inscrit dans l'article constitutionnel toute une série de principes matériels qui était relativement restrictif déjà. Et puis ensuite, l'élaboration de la LPMA s'est fait dans un contexte où il y avait eu le lancement d'une autre initiative constitutionnelle qui visait à interdire complètement toute méthode hétérologue de procréation médicalement assistée. Donc la seule chose qui serait restée, c'était l'insémination artificielle, mais avec le sperme du partenaire ou du conjoint, enfin même pas du partenaire, parce que non, enfin, si quand même, là, ça aurait passé, mais en tout cas, du conjoint. Et donc, c'était la LPMA, la loi sur la procréation médicalement assistée, a été finalement une forme de contre-projet indirect à une initiative constitutionnelle. Et quand on est dans ce jeu-là du point de vue politique, eh bien, il est clair que si on veut torpiller l'initiative, on fait une loi qui va déjà un peu dans le sens de l'initiative, de manière à ce que tous les indécis, enfin ceux qui sont dans le milieu de la courbe de Gauss, se décident pour le projet de loi plutôt que pour l'initiative constitutionnelle qui paraît extrême à ce moment-là.
Et donc c'est notamment cet élément-là qui explique qu'on ait en Suisse une loi sur la procréation médicalement assistée qui soit très restrictive. Après, il y a d'autres facteurs d'explication plus généraux. Quand vous regardez le droit suisse de la famille, c'est un droit conservateur qui a toujours été construit sur l'idée du mariage. Les Suisses, et en particulier les juristes, sont assez conservateurs dans ce pays, en tout cas en majorité. Et donc, il y a un contexte qui fait qu'on a une loi restrictive. J'ajouterai un dernier point, c'est qu'il y avait une très forte opposition dans les années 90 à toutes les nouvelles technologies. Un mouvement un petit peu, une mouvance à la fois des Verts, vraiment un mouvement anti-nouvelles technologies de manière générale, et qui était très fort en Suisse alémanique, parce qu'il y a encore des clivages culturels en Suisse entre Suisse alémanique et les Suisses romandes. Donc voilà, cet ensemble de facteurs me semble expliquer ces positions extrêmement restrictives de la loi sur la procréation médicalement assistée. Peut-être que tu as quelques éléments supplémentaires. Non, juste, tu as déjà dit l'essentiel, mais pour être plus dans les détails, j'entends dans les années 80, c'est là qu'on a qu'est née, par exemple, la Société suisse d'éthique biomédicale. On a participé au début de ces discussions qui portaient justement sur la fécondation in vitro. Parce que c'était dans ces années-là que ça se développait, et puis on avait des demandes de la part de biologistes, des médecins, qu'est-ce qu'on fait, les ovules, on les congèle, c'est quoi le statut de l'embryon, toutes ces questions-là. À la même époque, Olivier Guillaume y a fait allusion, il y a eu des initiatives qui s'appelaient Léobart, qui étaient donc liées au mouvement auquel tu as fait allusion, qui visait à interdire la fécondation in vitro et toute pratique génétique. Donc la logique étant toujours la même, on voit des technologies qui peuvent déraper, et on se dit la meilleure façon c'est de tout interdire. Au lieu de se dire le débat éthique vise justement à poser un cadre, dire ok, à telle condition, à telle autre, etc. Heureusement, suite à justement aux initiatives qui ont été rejetées, on a adopté la LPMA qui a permis la constitution d'une commission nationale d'éthique au chapitre 3. Je pense que la plupart des personnes qui ont voté la loi, je ne sais pas si tout le monde était conscient qu'on a voté pour la création d'une commission nationale d'éthique, mais au moins maintenant on a une commission nationale d'éthique qui s'occupe un petit peu de ces questions-là. Bonjour, je voulais juste revenir sur l'adoption. Je travaille chez Terre des Hommes, une protection de l'enfance. Et il me semblait important de faire une petite précision concernant le but de l'adoption et de la GPA, qui pour moi sont deux paradigmes tout à fait différents, puisque l'adoption, c'est une mesure de protection de l'enfance. On offre une famille à un enfant qui existe déjà, alors que la gestation pour autrui se situe pas du tout sur le même niveau. Donc c'était juste une précision pour avoir bien en tête ces deux différences par rapport à ces... Même si bien sûr il y a la baisse du nombre d'enfants qui sont disponibles à l'adoption a une influence sur peut-être le recours à une autre option. Mais c'est bien de garder cette clarification en tête. Vous avez raison, et en même temps, c'est un peu court, parce que l'ethnologie et l'histoire nous montrent que cette vision de l'adoption est une vision tout à fait récente, qui pour la France date de 1966, et qu'auparavant, jusqu'à présent, et dans des tas d'autres sociétés dans le monde, l'adoption n'avait pas pour but de fournir des parents à des orphelins, mais de permettre à des gens sans descendance d'en acquérir une. Moi, je voudrais poser une question aux deux personnes qui font partie de la commission d'éthique par rapport à cette réflexion certainement que vous avez eue pour les mères porteuses, voire pour les dons d'ovocytes, entre les dons d'organes ou le prêt d'organes qu'on connaît dans d'autres circonstances médicales notamment. Je pense quand même qu'on peut avoir une réflexion qui se projette par rapport à ce qui existe au-delà de l'enfant, de la problématique de la procréation et tout. Mais un don d'ovocyte, c'est un don d'organe par exemple. Alors, c'est pas le sujet de la mère porteuse, hein, mais on peut aussi avoir une réflexion par rapport à tout ça. Parce que la question du don d'ovocyte, pour nous, c'était une évidence
une évidente discrimination sexiste, parce que le don de sperme est autorisé, on ne voit pas pourquoi le don de fossiles serait interdit. Donc c'est pour cette raison que dans notre prise de position, on a dit qu'il faut arrêter c'est l'absurdité, c'est complètement absurde. Maintenant, je ne sais plus quelle était l'autre partie de votre question, mais je vais peut-être répondre. Donc, alors, une mère porteuse est prête, quelque part, porter, c'est pas un don, mais on peut prêt, le don peut aussi avoir une protection par rapport à ça pour l'autoriser. Oui, effectivement, on parle parfois de prêt d'utérus, on peut placer cela plutôt dans le cadre d'une prestation de service, puisqu'il y a un objectif final qui paraît en soi légitime, mais j'ai la peine à vraiment faire une comparaison ici avec la question du don d'organes, qu'on est dans deux problématiques qui sont vraiment différentes, notamment de par leur finalité. C'est pas le même type pour moi de problématique qui est en jeu dans les deux sortes de techniques. Et en tout cas, la Commission nationale d'éthique, quand on a réfléchi sur cette question des mères porteuses, je n'ai pas le souvenir qu'on ait fait des analogies avec la problématique du don d'organes. Mais peut-être que nous avons vu trop court. Oui, mais comme la LPMA fait, disons, de la même loi, il y a à la fois l'interdiction du don d'ovocytes et de mères porteuses. Je pense qu'il y a eu de la part du législateur, il y a eu quand même, on a mis à la fois le don d'ovocytes et l'interdiction du don d'ovocytes et de la mère porteuse dans la même loi pour dire qu'on interdisait toute possibilité de l'un comme de l'autre. C'est une finalité différente, tout peut se combiner, on est d'accord. L'interdiction de la gestation pour autrui découlait du texte constitutionnel, donc le législateur fédéral n'avait aucune marge de manœuvre sur ce point. En ce qui concerne le don d'ovocytes, en revanche, ça a été discuté au Parlement, ça a été rediscuté d'ailleurs lors de la réforme de la LPMA, de savoir s'il fallait lever cette interdiction du don d'ovocytes, et finalement la décision a été prise de ne pas modifier la loi actuelle. Déjà à l'époque, ça avait passé assez d'extrême, pas d'extrême justesse, mais de justesse, parce qu'il y avait eu un désaccord entre les deux chambres du Parlement sur la question du don d'ovocytes, et finalement la chambre qui était favorable au début au don d'ovocytes s'était ralliée à l'avis de l'autre, notamment dans cette perspective toujours d'avoir une loi restrictive, de manière à être sûr que l'initiative constitutionnelle qui voulait tout interdire, ou presque, n'ait pas de chance devant le peuple. Je ne sais pas si vous avez J'aimerais réagir sur ce que vous avez dit. Pour moi, il y a une très très grande différence entre un don d'ovule, qui est somme toute une procédure relativement simple du point de vue médical, et porter une grossesse pour autrui. Pour moi, c'est pas juste un prêt d'utérus, c'est traiter son corps avec tous les risques que cela implique. Une grossesse comporte des risques de césarienne, comporte des risques d'hémorragie, comporte des risques de cicatrices sur l'utérus, peut diminuer les chances de fertilité future. Voilà, donc il y a quand même un risque pour cette mère porteuse qui est quand même nettement moindre dans son don d'ovule. Voilà, je voulais réagir là-dessus. Il y a un point commun entre le don d'ovocytes et les mères porteuses, c'est pas du tout mon opinion. Ce que certains disent, c'est que dans les deux cas, il y a une dissociation des éléments de la maternité. C'est pas du tout mon opinion, mais c'est ça. Et la Cour européenne a quand même refusé de condamner l'Autriche, qui interdisait à l'époque le don d'ovocytes, en disant que l'État peut, dans le cas de sa marge d'appréciation, peut considérer que les éclatements de maternité, les dissociations de maternité ne sont pas acceptables. Et ce qu'elle a extraordinaire dans cette année, c'est que la Cour européenne ajoutait, et de toute façon, les demandeurs autrichiens ne sont pas préjudiciés, parce que s'ils ne peuvent pas faire en Autriche, ils peuvent aller le faire à l'étranger et puis ils reviennent en Autriche avec leur enfant. Je sais pas l'hypocrisie, moi. Peut-être juste pour compléter ce que vous disiez, M. Guillot, par rapport à cette interdiction du don d'ovule qui avait été donc refusée au moment du débat sur la loi sur la procréation médicalement assistée, elle est revenue au Parlement parmi l'initiative parlementaire déposée par Jacques Mérin.
Et à ce moment-là, les deux chambres se sont montrées favorables à cette initiative, mais après, je vous avoue qu'il y a un élément qui m'échappe complètement, c'est qu'en février, donc il y a quelques mois, on a dû traiter au Conseil national de cette initiative, puisque le délai réglementaire pour la traiter arrive à son terme, et à ce moment-là, la commission concernée a décidé de classer en fait, cette initiative et de ne pas prolonger le délai de vie entre guillemets, de cette initiative avec une explication extrêmement, totalement floue à mon sens. Alors on fait référence dans la réponse, dans l'explication de la commission au fait que la loi risque d'être changée notamment sur la question du DPI, puisqu'on vote là-dessus, peut-être pour les non-suisses, on vote là-dessus le 5 juin, donc sur la loi d'application du diagnostic préimplantatoire. Et donc, en gros, la commission dit que c'est une affaire très complexe, c'est difficile, et donc on classe cette initiative, sachant que par ailleurs, les deux chambres s'est démontré ouvertes. Je ne sais pas du coup comment cette question va être remise en fait sur le métier et comment elle va être réabordée. Elle le sera sans doute d'une manière ou d'une autre, parce que à partir du moment où les deux chambres étaient d'accord par rapport à cette initiative parlementaire, c'est évident qu'il y aura une tentative, j'imagine, de revenir sur la question. Merci. Moi, j'ai une remarque complémentaire à faire par rapport à l'alternative de l'adoption. Monsieur Guyot l'a très justement rappelé, la Suisse connaît la même évolution que nos voisins européens en termes de nombre d'enfants adoptés chaque année. Mais au-delà des chiffres bruts de l'adoption, il faut dire aussi que c'est le profil des enfants adoptables qui a drastiquement changé. On ne parle plus de bébés adoptés à l'étranger maintenant, on parle d'enfants qui sont de plus en plus âgés et aussi des enfants qui sont atteints dans leur santé. Or, ce n'est pas forcément ce qui correspond au projet de parentalité des couples en Suisse qui désirent un enfant qui s'engage dans un projet de parentalité. Et puis aussi, une dernière remarque, c'est que l'adoption internationale potentiellement coûte cher et qu'éventuellement, une GPA conclue dans un pays en voie de développement peut être meilleur marché qu'une adoption suivant. C'est une triste réalité, je trouve que c'est quelque chose horrible à dire, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus. Alors vous avez raison qu'en Géorgie ou en Ukraine, le coût d'une GPA est relativement modeste, contrairement aux États-Unis où c'est facilement $100 000 ou plus. Donc si on choisit bien son pays de destination, en même temps, il n'y a peut-être pas les mêmes garanties, ni médicales, ni juridiques. Il y a eu plusieurs reportages télévisés, notamment sur les GPA pratiqués en Inde, dans des conditions qui sont complètement scandaleuses, avec clairement une utilisation de ces femmes pour des fins commerciales. Je voudrais juste me faire le porte-parole de situations vécues de très près. Par rapport toujours à la question de la fécondation in vitro et de l'adoption, c'est que malheureusement, souvent, il s'agit de couples qui ont subi tous les traitements de FIV, qui a échoué et qui par la suite ont dû commencer toutes les procédures d'adoption. Et là, on se dit, peut-être que s'ils étaient partis directement vers l'adoption, là, il y a toujours l'obsession du gène, ça aurait simplifié la vie, parce que franchement, ça fait 5-6 ans de traitement, et puis la procédure d'adoption, je ne sais plus combien elle dure, mais elle ne va pas vite. Donc si vous faites le total, et si vous faites le total aussi des frais, posez la question. Voilà, et ça, c'est des questions vécues de près. Alors moi, on a fait beaucoup de droit aujourd'hui. Puis j'aurais envie de profiter de votre présence pour vous demander la probabilité d'avoir un utérus artificiel un jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on n'en est pas du tout là. Ça, c'est une chose. Là où ce qui se dessine peut-être dans un avenir plus proche, ce serait la réépithélialisation. En fait, c'est la partie fonctionnelle de l'utérus, l'endomètre, qui est importante pour l'implantation, et il y a une sous-population de patients qui n'ont plus d'endomètre suite à notamment des problèmes médicaux tels que la tuberculose ou d'autres problématiques. Et ça, un des projets, c'est de pouvoir remettre des cellules et recréer cette couche muqueuse dans l'utérus, ce qui pourrait être un traitement pour certaines formes d'infertilité utérine. Ça, c'est peut-être dans un avenir plus proche, mais
l'utérus artificiel, on en est très loin, je pense. Il y a le professeur de McGill qui évoque toujours cette épée de Damoclès. J'ai pas pu m'empêcher de poser la question. Combien de femmes seraient pour être avantagées par cette transplantation de... C'est une infime partie, je pense. C'est dans l'ordre du pourcent. C'est très rare quand même. Je profite aussi de connaissances médicales. J'avais aussi lu récemment qu'il y avait maintenant des recherches qui évoquaient en fait les transmissions durant la grossesse en fait, notamment de cellules, les anciens enfants qui auraient été portés. Ça, il y a effectivement encore pas mal de recherches par rapport à ces transmissions. Quel est le type comment on les qualifie ces transmissions entre la mère et l'enfant? Est-ce que c'est au niveau c'est pas du gène, mais tout le domaine de la recherche qui s'appelle l'épigénétique. Donc on a le matériel génétique et ce matériel génétique peut être modulé en fonction d'influences externes, notamment pendant la grossesse. Donc on pense que certains facteurs alimentaires de la mère ou certaines expositions de la mère pourraient moduler le patrimoine héréditaire du fœtus pendant la grossesse. Ça c'est le domaine de l'épigénétique qui est passionnant. Les conditions de la grossesse influencent le devenir futur de l'enfant. En fait, je me demandais aussi, comme experte en reproduction, en endocrinologie, gynécologie, quel est le rôle justement, parce qu'on va parler demain des différentes fonctions de mère qui sont dissociées dans le contexte de maternité-substitution. Alors, quel est le rôle de la gestatrice versus de la gestatrice quand elle est également génitrice du point de vue médical pour vous? Je suis pas sûre de comprendre la question. C'est-à-dire que la femme porteuse qui fait que porter un enfant, vous disiez que parfois il peut y avoir une influence de son alimentation, tout ça, mais sur le lien avec l'enfant, sur le développement de l'enfant, etc. Donc c'est plus une question peut-être de développement, des différentes phases de développement de l'embryon qui deviendra éventuellement enfant, et quel est l'impact de cette période donc, que l'on passe dans l'utérus de notre mère. Je suis pas sûre qu'on ait la réponse à cette question. Et puis, donc il y a des facteurs de l'alimentation, du comportement qui influencent le bébé in utero. Après, de savoir exactement ce qui est attribuable à la génétique, ce qui est attribuable à la vie in utero et à l'éducation, je pense que c'est un sujet qui est vraiment très complexe. Mais effectivement, il y a des influences. Après, quel poids est-ce qu'il a? Quel poids est-ce qu'on veut bien lui donner? Je ne peux pas répondre. Je pense que c'est un sujet qui est très complexe. Bonjour. J'aimerais peut-être revenir sur un contexte plus international. On a entendu de Mme Ruiz que l'acceptation au Parlement de quelques formes de GPA, que ce soit en Suisse, c'est pas pour demain, puis je le crois tout à fait connaissant un petit peu. Voyons ce qui se passe un petit peu à l'heure. Alors la question pour moi, c'est comment, dans ce cas-là, la question est la même, par exemple, pour la France ou pour tous les autres pays qui ont une approche très restrictive à l'interne, comment est-ce qu'on se positionne à l'international? On a mentionné qu'il y a des travaux en cours à l'international pour savoir comment est-ce qu'on est censé approcher ça, etc. Mais du coup, les pays restrictifs dont on fait partie, comment on se positionne? C'est un peu difficile de savoir quoi dire, quoi faire, qu'est-ce qu'on peut accepter, est-ce qu'on peut de toute façon rien accepter, alors est-ce que ça ne vaut pas la peine du tout de s'engager à ce niveau-là? Enfin, voilà. Si quelqu'un a une perspective là-dessus. Bon, moi je peux vous dire en tout cas ce que le Conseil fédéral, comment le Conseil fédéral s'est positionné par rapport à cette question dans le cadre de la deuxième interpellation de Mme Fer, qui donc elle essayait de proposer des solutions d'encadrement de la GPA et elle suggérait un engagement
au niveau international en faveur d'un élargissement du champ d'application de la Convention de la Haye, de façon à appliquer aux maternités de substitution internationale un régime analogue à celui qui régit les adoptions internationales. Ça, c'était la suggestion de mon ancienne collègue, et là, le Conseil fédéral répondait: même parmi les États qui approuvent le besoin de réglementation sur le plan international, il n'y a pas de consensus quant à l'approche réglementaire qui pourrait servir de base de travail en vue d'une convention internationale. La Suisse encourage également par voie bilatérale d'autres pays à s'engager dans le cadre de la conférence de la Haye pour qu'un cadre juridique international sûr soit élaboré. Voilà, ça ne fait pas grand-chose. Bon, en fait, j'ai pas été tout à fait honnête, transparente, parce que je représente la Suisse dans le cadre des travaux de la conférence de la Haye. Mais justement, on est devant le dilemme, et c'est pas facile, donc ça m'intéresse juste aussi de voir de manière très informelle ce qu'en pensent les autres. Alors, c'est pas juste pour le podium, hein, parce que d'autres personnes aimeraient s'exprimer là-dessus. Bon, juste une remarque par rapport au cadre international. C'est vrai qu'on pense souvent, face à la diversité des solutions nationales, à une convention disant on pourrait réglementer les choses. Ces instruments ont aussi leurs limites. On sait notamment que les États-Unis n'y adhéreront pas parce qu'arriver à faire adhérer les États-Unis à une convention internationale, il faut se lever vraiment tôt. Et quand même, c'est pas un petit joueur dans ce terrain-là, les États-Unis. Donc, là, on se retrouve quand même assez vite à cette limite-là des conventions internationales, malheureusement. Oui, j'ai l'impression que cette bataille sur le GBA est très fortement symbolique aussi. J'aimerais bien juste qu'on nous donne quelques chiffres. En fait, il me paraît un tout bon sur les GBA effectives dans le monde. Je crois que Laurence elle a évoqué pour les États-Unis tout à l'heure. Voilà, on avait un chiffre. Mais est-ce qu'il y a... Ah, c'est ça, c'est officiel. Voilà, si vous avez, je ne sais pas, par exemple vous, est-ce que dans ce travail préliminaire, vous avez accès à des chiffres? Je pense à la Belgique aussi, bien sûr, puisqu'on a des 100. On n'a pas de chiffres pour la Belgique de façon générale. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'à l'hôpital Saint-Terre à Bruxelles, ils pratiquent la GPA depuis maintenant, je pense que 12 ans. Et il y a 20 enfants qui sont nés, dont des jumeaux. Donc ça veut dire qu'il y a 19 dossiers en 12 ans. Je parle uniquement de l'hôpital de Bruxelles. Il y a 4 centres qui pratiquent en Belgique. Je parle uniquement de l'hôpital de Bruxelles, 20 enfants qui sont nés. Alors, il y a beaucoup plus de dossiers, beaucoup plus de demandes. Je parle des dossiers qui ont abouti. Ça fait une douzaine d'années. Oui, 12, 13 ans, je ne sais plus. 20 enfants pour 19 couples, puisqu'il y a eu une naissance de jumeaux. Dans le rapport du Conseil fédéral que j'évoquais, justement, une des questions qui était posée, c'était les statistiques. Ce qui est dit, c'est qu'il n'y a pas, enfin, qu'on a connaissance d'une dizaine de cas, si je me souviens bien. Mais, ouais. En tout cas, des cas qui ont été, disons, qui ont été identifiés, notamment par les autorités cantonales d'état civil, mais le rapport aussi de manière très claire qu'il y a énormément de cas, disons, qui passent totalement inaperçus. Donc c'est un peu ça. Par rapport aux chiffres de la PMA en général, j'aimerais juste rappeler que 50% des couples qui ont des problèmes de fertilité ne consultent jamais, qu'il y a encore moins qui font des traitements tout court, et qu'après le premier traitement, il y a à peu près un tiers qui abandonne. Donc si on regarde à la fin un couple qui a besoin d'une gestation pour autrui, pour des problèmes utérins ou des défauts d'implantation, on se retrouve vraiment avec des chiffres qui sont infimes, ce qui explique probablement... voilà. Et les couples, pourquoi est-ce que les couples ne font pas les traitements? Il y a des problèmes financiers, mais il y a beaucoup de couples qui ne font pas certains traitements parce qu'ils trouvent que c'est trop compliqué et parce que ça pose un problème religieux ou éthique. Donc il y a quand même un frein. Beaucoup de couples abandonnent les traitements ou décident de ne pas les faire, que ce soit la FIV ou l'ondovule ou la gestation pour autrui pour des dilemmats éthiques. Mais là, du coup, on tient pas compte des couples homosexuels. Non, ça c'est pas mal. Mais ça, disons en tout cas sur ce champ-là, pas de chiffre. Bon, de toute façon, il y a des statistiques des associations espagnoles pour la défense de la GPA. Aux États-Unis, dans tous les États où c'est légal, il y a 15% de couples. 15, c'est un 85 pour les hétéros, grosso modo. Donc c'est même si à niveau médiatique, dernièrement, ou même juridique, c'est 15-85. Sur les chiffres, Parlement européen nous avait posé la question, et donc en France on ne peut rien dire.
En Angleterre, l'équipe qui travaillait avec moi avait répertorié à peu près 120 demandes officielles de parental order, mais ils évaluaient à peu près peut-être le double de pratiques dont les parents n'auraient pas demandé une transcription quand ils viennent à l'étranger, ou ne seraient pas passés par un parental order par cette procédure que Michel Coty expliquait. Donc voilà, déclaré officiel 120 par an à peu près. En France, vraiment, j'ai aucune idée. Hein. Je ne sais pas du tout. Et moi, j'avais envie de poser une question à madame, parce que justement, vous disiez que à partir de quand vous demandiez les uns et les autres si la seule issue possible c'était de se mettre à la table d'une discussion internationale. Et alors justement, la Suisse qui est aussi... Est-ce que c'est les arrêts de la Cour européenne qui forcent les États à finalement accepter de discuter dans le cadre de la Convention de La Haye? Est-ce que s'il n'y avait pas cette impulsion, vous iriez? Parce qu'en France, je vous donne un élément de réponse, en France, tant qu'on n'a pas été condamné par la Cour européenne, il me semble que le ministère des Affaires étrangères n'a pas répondu justement au grand questionnaire que la Convention de La Haye avait fait passer à tous les États, et que c'est à partir du moment où on a été condamné qu'on s'est dit, bon, maintenant il faut peut-être travailler plus en commun, quoi. Enfin, je ne sais pas quel est votre sentiment justement là-dessus. Alors, ce qui a déjà été dit aujourd'hui, hein, c'est qu'en ce moment, la GPA, c'est le hot topic dans le droit de la famille internationale dans ce domaine. Donc, vous pensez bien qu'à la conférence de La Haye, quand ils annoncent qu'il y aura un groupe d'experts sur le sujet, c'est plutôt la guerre pour savoir qui aura l'immense privilège d'y assister en termes de pays, hein, pas en termes d'experts. Après, il s'agit encore à l'intérieur d'un pays de se battre pour savoir qui sera l'expert désigné, qu'on a le droit d'envoyer qu'une personne. Et puis faire un bon mix entre les experts, etc. Donc là, on est une vingtaine de pays représentés, mais on est à un stade très 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 préliminaire et ça n'engage absolument rien, parce que des groupes de travail, il y en a surtout n'importe quoi, et ça ne veut pas dire que l'État est pour et contre, et au contraire, si on est contre, il faut dès le début aussi faire partie du groupe pour faire capoter le projet. Je ne parle pas de ma position, mais de manière générale. Donc les États-Unis qui sont les premiers à dire on n'en a pas besoin parce que nous on fait nos choses comme on veut puis ça ne nous intéresse pas, c'est quand même les premiers à dire on va absolument faire partie du groupe pour justement éviter que ça aille trop loin, etc. Donc c'est le plus gros problème du groupe, je pense, c'est qu'il y a d'un côté les États-Unis qui ont cette attitude-là, d'autres pays qui sont encore plus conservateurs, on va dire, que la Suisse, peut-être des pays dont le droit est basé sur la charia. Et puis à l'autre extrême, il y a Israël qui dit qu'il faut absolument et tout de suite et que ça aille très loin et que ce soit basé sur les mêmes systématiques que les adoptions, etc. Donc il y a vraiment tout. Et, ce qui me fait dire que je pense qu'on n'arrivera pas forcément très loin. Peut-être un dernier point, s'il n'y a pas de question. Si on revient à un modèle de contractualisation qu'on évoquait tout à l'heure, si on prend l'exemple américain comme des exemples les plus aboutis, on voit dans les contrats de mère porteuse aux États-Unis, la technique des juristes américains de faire des contrats extrêmement détaillés qui prévoient absolument toutes les hypothèses possibles et envisageables qui pourraient arriver en cours de grossesse, avec des garanties financières aussi qui sont étendues en faveur de la mère porteuse, par exemple une assurance vie qui doit être conclue par le couple d'intention si jamais la mère porteuse décède en cours de grossesse ou dans les mois qui suivent l'accouchement. Là, c'est le mari qui toucherait 250 000 $. Il y a d'autres garanties financières que les frais médicaux doivent être pris en charge. Il y a une rétribution de 18 000 $ plus versée en 12 mensualités. Et puis il y a aussi tous les frais de counseling psychologique, donc un accompagnement de la mère porteuse notamment. Et ça m'intéressait d'avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'indispensable dans un processus de gestation pour autrui? Je
pense que tout dépend de dans quel cadre c'est fait. Si on prend le modèle des États-Unis, il n'y a aucun lien entre la mère porteuse et les couples la plupart du temps. Donc je pense que c'est différent d'une situation où on prend une mère porteuse qui a un lien de parentalité ou un lien d'amitié avec la mère, avec le couple infertile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, aux États-Unis, il n'y a pas de couverture médicale systématique. Tout dépend si on se situe dans un pays où il y a une couverture médicale ou pas. Voilà. Après, oui, la grossesse est un risque pour une femme. Donc, tout dépend si la mère porteuse a déjà eu une grossesse ou pas, si elle en a eu plusieurs. Voilà, il y a des complications possibles pour la santé de la femme et c'est quelque chose qu'il faut quand même reconnaître. Après, ces contrats très extensifs qu'il y a aux États-Unis, ils prévoient aussi qui prend les décisions parce que je pense que ça c'est un des gros points, c'est quels tests prénataux, si l'enfant est porteur d'une maladie ou porteur d'une trisomie ou porteur d'une autre malformation, qui prend la décision de continuer la grossesse ou pas. Voilà, si à un moment de la grossesse il y a un dilemme entre la sauvegarde de la maman ou la sauvegarde du bébé, qui va prendre la décision? Je pense qu'il y a énormément de questions à régler dans ces contrats. Donc après, oui, je pense que la grossesse est quand même un risque pour une femme, et quand elle n'en tire pas de bénéfices, c'est quand même, au-delà de permettre à un couple d'avoir un enfant, il faut quand même reconnaître qu'il y a un risque, et puis il y a aussi un risque psychologique. Il y a quand même un attachement qui se fait en cours de la grossesse. Donc, ce qui est important, c'est de savoir les motivations de la mère porteuse, pourquoi elle le fait. Je pense que la meilleure motivation, c'est probablement d'aider un couple qu'elle connaît. Et puis, de voir et de bien screener, faire un screening de ces mères porteuses du point de vue psychologique, du point de vue de la réflexion qu'elles ont par rapport aux gestes et à l'aide qu'elles vont apporter. Je vous invite à participer demain à la journée parce que ce qu'on a vraiment voulu faire ces 2 jours, c'est avoir un moyen juridique quand même. Il nous manque le médical, c'est vrai, mais personne n'aurait rien compris, je pense. Mais c'est parce qu'on a quand même, il nous manque encore beaucoup, mais des recherches en sciences sociales qui ne vont pas chercher une psychologisation de la chose non plus par pouvoir si peut-être, comme on a vu aussi avec toute la question de l'homoparentalité quand on voulait la légaliser, etc., dans différents pays. Mais c'est surtout d'avoir le vécu et les relations qui se créent entre les couples gays ou hétéros qui font une gestation pour autrui. Et il y a quelques recherches, elles vont être présentées, et on voit, et je ne vais pas généraliser, parce que c'est très différent dans quel contexte on fait la GPA, c'est un essai, mais on voit qu'il y a une vraie relation qui se crée, une relation qui peut continuer vraiment au long des années. Voilà. Pas seulement entre la mère, la femme qui porte l'enfant, sinon avec la famille, dans la famille. Merci, je crois qu'on arrive bientôt au terme du temps qui avait été prévu pour cette table ronde. Je crois que Carlo Foppa voulait encore faire une brève intervention. Oui, très rapide, juste une anecdote, parce que quand on parle de ces sujets, c'est toujours des situations un peu tragiques, des sujets lourds, n'est-ce pas, le suicide assisté, la procréation, blablabla. Une anecdote, mais je vous jure que c'est vrai, hein. Je l'ai vécu quand j'étais au CHU, un couple qui venait d'une culture éloignée, qui avait des problèmes d'infertilité, qui au bout de quelques semaines de traitement, le gynécologue a posé la question, mais avec quelle fréquence avez-vous des relations sexuelles? Réponse, on n'en a pas.